Voilà, vous êtes en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Nous poursuivons le Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. Il est 12h38. Question à 100 $. Êtes-vous de droite ou de gauche? Et de quelle droite et de quelle gauche parle-t-on? Autre question fondamentale. L'identité québécoise peut-elle se réduire à ces deux marqueurs? Si vous avez lu le journal de Montréal d'aujourd'hui, si vous l'avez en main, je vous suggère fortement d'aller voir un texte intitulé « Elvis Gratton et les hipsters, le mariage inattendu ». L'auteur est nul autre que mon chroniqueur Mathieu Bock-Côté, de retour au micro aujourd'hui même. Mathieu Bock-Côté, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, votre article est assez, comment dire en bon français, punché. Vous ne donnez pas dans la dentelle, hein? Non, mais parce que la réalité que je décris est de plus en plus brutale, si je puis dire. Donc, il arrive qu'on doive nommer les choses telles qu'elles sont et cesser de faire semblant de ne pas voir ce que l'on voit. Alors, que voyez-vous? Or, ce qu'on voit au Québec en ce moment, c'est un effritement accéléré, inquiétant, dramatique même, de la référence nationale, de la référence québécoise, et on pourrait dire plus largement de l'identité québécoise. C'est-à-dire le référent québécois tel qu'il s'est renouvelé et mis en place avec la Révolution tranquille est en train de couler, véritablement, de se casser des deux côtés, de gauche à gauche comme à droite, et dans mon papier, je cherchais à montrer comment une certaine gauche, la gauche multiculturelle, très urbaine, très branchée, très cosmopolite, et une certaine droite, ce qu'on appelle la nouvelle droite aujourd'hui, provinciale, souvent Elvis Grattonesque dans son style quelquefois, eh bien, cette nouvelle droite, américanophile jusqu'à l'américanolatrie, eh bien, porte ces deux éléments qui, normalement, sont supposés se détester, hein, ils sont supposés se regarder de manière inquiète et inquiétante, eh bien, ces deux éléments participent à un travail de dénationalisation de l'identité de la référence québécoise. Et dans mon papier aujourd'hui, mais dans d'autres travaux aussi, j'ai cherché à montrer comment, justement, ces deux forces portent, chacune à leur manière, des éléments de dénationalisation, de déquébécisation de l'identité québécoise. Mathieu Bock-Côté, avant d'aller de plus loin, quand on dit gauche et droite, on polarise beaucoup les questions. Et en plus, il y a mille et une gauches et mille et une droites. Vous avez précisé la gauche multiculturelle, ouverte sur le monde, tolérante et tout ça. Et la droite qui est, je crois, libertarienne, plus au niveau de l'homme est le fondateur de ses propres valeurs, c'est ça ce que vous dites? C'est-à-dire gauche multiculturelle, c'est une gauche qui sacrifie la nation pour la figure de la minorité, toujours. Oui. Hein? Donc, une survalorisation de toutes les minorités sociales et identitaires qui sont considérées comme porteuses, comme force rédemptrice. Hein? Vous le savez, j'en ai souvent parlé à votre micro. Avec la gauche des années 70, l'ouvrier a été sacrifié pour le marginal. Oui. Eh bien, la gauche contemporaine, à partir des chartes de droit, au nom des droits de l'homme et ainsi de suite, met de côté véritablement la référence nationale, les éléments populaires, les couches populaires, et survalorise toutes les formes de minorités disponibles. Donc on ne parle pas des syndicalistes. Ben voilà, c'est le sacrifice du syndicalisme, c'est le sacrifice de la gauche ouvrière, d'une certaine manière. D'accord, oui. Et à droite, c'est non pas la minorité qui prime, c'est l'individu. Mais un individu, non pas sous le signe de la responsabilité individuelle, qui est une valeur fondamentale du libéralisme occidental, mais un individualisme radicalisé qui se voit véritablement comme un individualisme de désaffiliation. Donc le collectif est trop, la citoyenneté est trop, c'est un individu qui se veut consommateur plutôt que citoyen et qui rêve à une chose dans le Québec contemporain, s'américaniser, qui rêve, selon la formule, derrière une revendication de bilinguisme, hein, on veut systématiquement bilinguiser les jeunes générations québécoises comme si la bilinguisation aux frais de l'État était un droit fondamental. Eh bien, derrière cette revendication du bilinguisme systématique, d'une certaine volonté de sortir de ce qu'on présente de plus en plus comme un ghetto linguistique qu'est le Québec, comme un hospice socialiste vieillissant. Donc, une volonté de sortir du Québec, et l'apprentissage de l'anglais n'y est pas vu comme un enrichissement personnel, mais comme un billet, finalement, pour pouvoir quitter le Québec en toute liberté sans se sentir tenu dans ses frontières. Et qu'est-ce qui est rejeté à travers ces deux lectures de notre réalité? C'est le sentiment national, c'est l'appartenance à cette communauté, à cette expérience historique qu'est le Québec, et à une certaine tradition de pensée et d'appartenance qui faisait en sorte de réconcilier chez nous le sentiment national, la langue française et les sentiments occidentaux. Tout cela dans une même appartenance. Mathieu, ça ne veut pas dire qu'aucun de ces groupes-là n'a son propre rapport identitaire au Québec, mais chacun d'entre eux, néanmoins, relaie cette vieille pathologie identitaire qui était ce qu'on appelait longtemps la haine de soi des Canadiens français, la haine de soi des Québécois, le mépris de soi, ce sentiment, ce désir d'auto-dénigrement par lequel certains croient faire un exercice de lucidité. C'est marrant ce que vous dites, ça fait penser un peu à des écrits de Stephen Kelly, qui était chroniqueur ici auparavant, avant votre temps, et lui,
parlait beaucoup des Juifs du 19e siècle. Il parlait du paria et du parvenu. Un des exemples fondamentaux, c'était Charlie Chaplin, qui, pour être accepté dans la société WASP et victorienne anglaise, devait mettre sa judaïté sous le boisseau. Et Stéphane Kelly faisait aussi des parallèles avec le Canadien français qui, pour grimper, devait se nier lui-même, nier ses racines. Est-ce que vous appartenez un peu à cette mouvance, à cette analyse? J'ai une lecture semblable. C'est-à-dire, le génie de la Révolution tranquille, ça a été de faire en sorte qu'on pouvait l'évoluer. Je veux dire, changer de classe sociale ne voulait pas dire changer de société ni changer de peuple. C'est-à-dire, on pouvait naître ouvrier, on pouvait naître dans les couches, les classes moyennes inférieures et grimper. L'ascension sociale permettant finalement du bas de la pyramide au haut de la pyramide, nous étions dans la même société, ce qui permet d'ailleurs un sentiment de solidarité. Aujourd'hui, avec la dénationalisation des couches supérieures de notre société, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'ascension sociale se paie souvent du prix de la désappartenance ou de l'inappartenance. Donc, grimper socialement, par exemple, sur le mode montréalais, c'est-à-dire, plus vous fréquentez les élites branchées, urbaines, modernes, post-modernes, hyper-modernes de la métropole, on vous demande finalement de changer de référent. Et le référent on ne doit plus penser au Québec d'abord, mais au Montréal d'abord. Alors, désormais, Montréal n'est plus la métropole francophone et cosmopolite d'une société française, c'était québécoise. Montréal devient à elle-même sa propre référence, métropole bilingue et multiculturelle, teintée par un vieil héritage français, teintée tout également par un héritage britannique, et c'est dans cette espèce de rencontre des cultures, de métissage, de multiculturalisme que Montréal trouverait sa propre identité. Et on nous dit, de ce point de vue, Montréal, c'est ce que le Québec a fait de mieux, et c'est si meilleur que le Québec que c'est plus vraiment le Québec. Montréal se désaffilie du Québec, et quand on regarde le reste du Québec, on voit des ploucs et des mononcles unilingues xénophobes, et ainsi de suite. Alors oui, Kelly n'a pas tort dans son analogie, c'est-à-dire au Québec aujourd'hui, l'ascension sociale se paie souvent du prix d'une forme de reniement identitaire. Est-ce qu'on peut faire un parallèle, Mathieu Bocoté, excusez-moi, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec le haut et le bas clergé d'avant la Révolution tranquille? Quand on grimpait dans le clergé, quand on devenait cardinal ou je ne sais pas trop quoi, forcément on était à coquiner avec les Anglais, alors que le bas clergé était beaucoup plus nationaliste. Est-ce qu'on peut faire un calque sur le passé comme ça? Mais je crois qu'il y a quelque chose, une comparaison légitime ici, c'est-à-dire le Québec, on le dit souvent, et enfin on le dit moins souvent qu'avant, mais on continue de le dire à l'occasion, n'est pas une société normale. Le Québec est une société inachevée politiquement, sur certains plans inachevée culturellement. C'est une société qui, vous savez, il y a une espèce de culture de la proximité au Québec. La volonté de voir nos hommes politiques parler comme le premier de nos voisins, une forme de difficulté à assumer, une forme d'institution, de normes. Notre rapport à la civilisation occidentale est complexe. Eh bien, oui, je crois qu'il y a au Québec aujourd'hui, dans cette société inachevée, plus on monte dans cette société, plus on croit que progresser dans l'échelle sociale, parce qu'il y a rien, je n'ai absolument rien contre le fait que les gens décident de vivre leur propre ascension sociale, eh bien, c'est souvent vu comme la volonté de quitter cette société. Et effectivement, comme on a développé en d'autres temps des rapports de collaboration, c'est-à-dire plus on était capable de faire des compromis sur les intérêts fondamentaux du Canada français, plus on était considéré comme un esprit éclairé, raisonnable et lucide par le partenaire anglophone, eh bien, de plus en plus aujourd'hui, plus on monte et plus on est capable de regarder de haut le sentiment identitaire québécois, de regarder de haut la référence québécoise, qu'on est capable de provincialiser à nouveau le Québec en provincialisation à l'ancienne, à droite, provincialisation postmoderne à gauche, eh bien, on est considéré soudainement comme un partenaire légitime de la discussion publique dans les milieux qui se veulent les plus éclairés. Et c'est inquiétant, ça. Mathieu Bocoté, excusez-moi, je vous interromps. Oui, vous poursuivez sur votre pensée ensuite, mais ce que vous dites me fait penser à une phrase lapidaire de Gaston Miron, notre grand poète national, qui disait à un moment donné dans ses notes, j'oublie comment ça s'appelle, notes intimes ou je ne sais pas trop quoi, son cahier personnel, les pharisiens, je vous le cite de mémoire, les pharisiens ne me pardonneront jamais d'avoir eu honte avec mon peuple que d'avoir eu honte de mon peuple. C'est-à-dire que Gaston Miron a embrassé l'aliénation du Québécois profond. Oui, alors que beaucoup Justin Miron est une référence vers laquelle on doit revenir souvent. Alors que beaucoup d'intellos, beaucoup de gens qui sont sortis de cette gang, de cette fange, si vous plaît, si vous voulez, entre guillemets, ont tout fait pour nier cette origine un peu honteuse par rapport à la grande culture classique qu'ils embrassaient. Oui, je crois que c'est un commentaire très juste que vous faites ici, parce que
la question n'est pas de celle de savoir est-ce qu'on doit ou non s'ouvrir au monde, de s'ouvrir ou non à l'universel. Oui. Évidemment personne ne souhaite une provincialisation nord-coréenne du Québec. Personne ne souhaite que le Québec soit préservé par une espèce de protectionnisme virant l'isolationnisme, un isolationnisme culturel asphyxiant. Une société qui a un culte abusif du même est une société qui étouffe en se regardant dans le miroir. Oui. Mais la question est de savoir comment s'ouvre-t-on au monde. Est-ce qu'on s'y ouvre à partir de la culture québécoise ou est-ce qu'on s'y ouvre en renonçant à la culture québécoise? Est-ce que la culture québécoise a oui ou non un potentiel d'universalisation? Je fais partie de ceux qui croient que la culture québécoise a un potentiel d'universalisation et que c'est en embrassant cette culture et en développant justement tout son potentiel d'universalisation et d'émancipation qu'on peut faire de cette culture une contribution modeste mais légitime au monde. Je veux bien, Mathieu Bock-Côté, mais à partir de quoi? Le problème est tout ce qui s'appelle intelligentsia, pensée, intello, prof universitaire au Québec, on est tout le temps en train de jouer le même tango, tout le temps, chacun papote et bavarde sur ces questions-là, et personne ne semble aller au fond des choses qui, moi, me semble, je sais que c'est un mot que vous n'aimez pas, Mathieu Bock-Côté, mais spirituel ou existentiel, où il y a quelque chose qui nous fonde, nous. On n'arrive jamais à le définir. Que les choses, non, mais la dimension existentielle, c'est-à-dire que tout ne soit pas que pragmatisme gestionnaire, économique et politique, je suis absolument d'accord. Oui. Que la question soit spirituelle, c'en est une autre. Mais ce qui est certain, par ailleurs, c'est que c'est en embrassant l'ensemble de son expérience historique que le Québec peut s'universaliser. Et ça nous ramène à une question qu'on a souvent explorée, c'est-à-dire expérience historique pré-60, notre rapport à l'héritage chrétien a une portée de civilisation au Québec. Et notre rapport à la modernité, là-dessus, depuis 60, est aussi consubstantiel à l'identité québécoise contemporaine. Mais évidemment, il faut être capable d'assumer cette identité dans l'ensemble de ses sources. Il faut accepter justement que toutes les sources qui irriguent l'identité québécoise soient assumées pleinement. Et de ce point de vue, c'est très certain que l'espèce de culture contemporaine de masse, dans la culture mondialisée américaine, mais pas dans le bon sens du terme, pas l'Amérique culturelle, mais l'Amérique hollywoodienne, dans ce cas-là de plus commercial et caricatural, eh bien, c'est très certain que pour participer au monde, c'est en assumant sa propre expérience historique plutôt que de se dissoudre dans une espèce de mauvais gruau universel. C'est bien dit, Mathieu Bock-Côté. En revanche, laissez-moi taper encore sur le même clou tout le temps. Depuis le temps que vous êtes dans mon émission, vous parlez souvent d'expériences historiques du Québec, de référents historiques, etc. Je n'ai jamais compris ce que vous aviez derrière la tête. C'est quoi cette histoire? Quelle est la saveur, quel est le goût de cet être québécois que tellement de gens, comme on dit en bon français, conchis? Ah oui, pour le dire ici, je crois, on peut dire à la manière de Christian Dufour que c'est en partie, à tout le moins, le projet d'une Amérique ou d'une modernité en français. Et par cette francité, c'est aussi un rapport singulier à l'Europe, je crois. C'est-à-dire le Québec est un peu le point de rencontre, d'une certaine manière, en Amérique, entre l'Europe, à laquelle il est lié directement par la civilisation française, et l'Amérique, à laquelle nous participons pleinement, ne serait-ce que par notre inscription géographique et géopolitique territoriale. Et par ailleurs, c'est cette capacité à porter, je le disais, l'ensemble des sources qui irriguent l'identité québécoise et de regarder notre société non pas comme une page blanche et non seulement comme un contrat entre individus. Les limites de ce qu'on appelle le contractualisme en philosophie sont évidentes aujourd'hui. C'est cette capacité de penser la société non pas seulement comme une association d'individus, mais comme un héritage. Et pensant cet héritage, évidemment, d'une génération à l'autre, il ne doit pas se fossiliser, il doit être transformé, il doit être rénové, mais on ne doit jamais développer par rapport à cette expérience historique un rapport d'ingratitude. Nous ne devons jamais faire l'erreur de se croire comme premier arrivé et finalement qu'après nous, par ailleurs, le monde ne se continue pas. Je veux bien, Mathieu Bock-Côté, mais le citoyen doit se penser comme un héritier, et je crois que c'est une question fondamentale et de philosophie politique et, pour le Québec, presque de survie identitaire. Je comprends, Mathieu Bock-Côté, mais comme on a une histoire de perdants en grande partie, ou de moitié perdants, si vous voulez, parce qu'on n'a pas complètement perdu, les gens ne veulent pas s'associer au fait d'avoir perdu, et on veut aller vers ce qui brille, même si c'est du clinquant. C'est ça le problème. C'est une vision singulière de notre histoire, parce que est-ce que c'est une histoire où nous avons perdu, ou est-ce que c'est une histoire où nous avons résisté? Est-ce que l'histoire du Québec, c'est une histoire où nous avons démissionné de notre propre existence, ou est-ce que c'est une histoire où, alors que plusieurs cherchaient à nous faire disparaître, nous avons réussi à construire ici une société moderne, légitime,
non pas complète, mais en voie d'achèvement, qui l'a été à tout le moins pendant longtemps. Je crois que l'histoire du Québec peut être lue à la manière d'une longue résistance, d'une longue patience, d'un travail d'enracinement qui nous a permis d'embrasser le monde à notre manière. Mais là, vous utilisez un mot tabou, enracinement, je veux dire, c'est un mot qui, aujourd'hui, dans la modernité, ou dans le Canada moderne, est un mot absolument... on jette l'anathème là-dessus. Le mot racine est épouvantable. L'imaginaire canadien, hein, ça c'est le moins qu'on peut dire. Mais rappelez-vous la série Duplessis, faite par Arcan, à la fin des années 70. Il y a un échange tout à fait émouvant entre Godbout et Duplessis sur le sens de l'idée de l'identité canadienne-française, le sens de l'histoire québécoise. Godbout est très méprisant avec sa pose de libéral moderniste qui aime Londres jusqu'à s'en confesser. Et Duplessis, qui a tous les défauts qu'on lui a reconnus, et il avait bien évidemment ses défauts, tient néanmoins un langage tout à fait émouvant lorsqu'il dit: depuis 350 ans, on n'a peut-être pas fait grand-chose, mais on a quand même réussi à résister alors que personne ne souhaitait que nous existions. Et le peu qu'on a fait, c'est assez pour être fiers de nous autres, dit-il. Je crois, quand on regarde l'expérience historique québécoise, que plutôt que d'y voir l'histoire d'une série de défaites, on peut y voir aussi l'histoire d'une société qui est parvenue à se reconstruire contre, contre de puissants déterminismes et est parvenue à exister en son nom propre, en partie. Et donc, ça nous ramène à la question fondamentale du statut politique du Québec. Tant que le Québec ne sera pas parvenu à exister pleinement, politiquement et historiquement, eh bien, cette vieille haine de soi, je crois, va revenir à chaque génération en posant la question la plus terrible qui soit: est-ce que nous valons vraiment la peine est-ce qu'on vaut vraiment la peine d'exister? Mathieu Bocoté, il nous reste 2 minutes, mais comment peut-on passer du stade qui est politique ou même psychologique ou collectif de survivance à celui d'épanouissement? On est encrouté dans la survivance. Oui, mais ça, c'était l'erreur de la Révolution tranquille que d'avoir renié l'idée de survivance. Hein? Parce que le Québec, petite nation française en Amérique, il y a une chose qui est certaine, nous n'aurons jamais une existence comme les autres. Hein? C'est-à-dire, il y aura toujours une plus grande précarité de la nation québécoise. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la perspective Kundera et Finkielkraut sur le Québec. Donc, le sentiment de précarité qui était porté par l'idéologie de la survivance, nous devons le redécouvrir. Nous devons redécouvrir notre propre précarité. Et je crois que c'est dans la redécouverte de cette précarité que nous trouvons les conditions de notre émancipation, celle d'une société qui, à chaque génération, doit se poser la question de sa survie, mais qui, un jour, décidera d'y répondre de manière décomplexée, oui, à chaque génération, et qui sera capable de s'installer durablement dans l'existence, plutôt que de toujours se questionner sur la validité ou non de ce qu'elle a donné au monde. Mathieu Bocoté, il y a quand même une chose que je veux vous dire. Vous parlez de précarité. Je vais vous citer une phrase de la philosophe Hannah Arendt, juive, qui est morte en 1970. Et elle citait également une phrase de Karen Blixen, la baronne danoise qui avait écrit le livre Out of Africa, dont on avait tiré un film splendide avec Meryl Streep. Elle disait une chose, et c'est très juif du reste, hein, les pires tourments, les pires traumatismes peuvent être surmontés si on arrive à en faire une histoire, à faire un discours là-dessus. Pensez-vous qu'au Québec, on est capable, je vous laisse 1 minute, même 2 si vous pourrez en parler, est-ce qu'on peut faire un discours sur ce passé problématique qu'on a? Est-ce qu'on est capable? Je crois que ça, c'est la question. Les questions politiques les plus fondamentales ne sont pas toujours comptables. Hein. Et je crois que la question de la conscience historique, c'est-à-dire la manière de ressaisir dans l'imaginaire, dans l'identité, dans le récit, cette histoire québécoise, la manière de s'approprier cette histoire pour s'en poser comme les héritiers, les contemporains et ceux qui la poursuivent, est la question politique la plus fondamentale qui soit aujourd'hui. Et de ce point de vue, la rénovation du récit historique, de la conscience historique québécoise, est une tâche politique urgente d'une certaine manière. Alors, c'est pas pour rien que les Québécois s'intéressent autant à la question de l'écriture de l'histoire et tout ça. C'est parce qu'ils savent bien que c'est en notre capacité à mettre en récit ces 400 ans d'Amérique française et à la poursuivre jusqu'à aujourd'hui, sans nostalgie abusive, mais sans non plus, sans dénigrement de ce que nous avons été, eh bien, c'est dans cette capacité à mettre en récit notre histoire que se trouve une bonne capacité de renouveler les conditions même de l'action politique, de l'agir politique au Québec. Non. Et ça m'apparaît fondamental, ce que vous nous dites ici en citant Arendt et compagnie, c'est-à-dire le lien aujourd'hui dominant, c'est politique et économie, politique et comptabilité. Nous devrions redécouvrir le lien entre politique et histoire, politique et imaginaire. Et c'est en sortant justement de ces 2 tentations démissionnaires dont je parlais aujourd'hui, à gauche comme à droite, que nous serons capables de transcender ce désir de démission, de transcender cette
je dirais, ce désir de la mort dont a déjà parlé Hubert Aquin, et qu'on sera capable de s'installer, comme je dis, durablement dans une existence décomplexée. Notre fatigue culturelle, vous disiez donc. Hein? Vous disiez imaginaire, moi je dirais spirituel. Je pense que nos positions commencent à se rapprocher dangereusement, Mathieu Bock-Côté. Faites attention. Hein? Faites attention à vous aussi. Merci infiniment, Mathieu Bock-Côté. Au plaisir. C'était donc Mathieu Bock-Côté qui vient d'écrire un article dans le Journal de Montréal aujourd'hui. Je vous suggère fortement de le lire. Il est très fort. Elvis Gratton et les hipsters, le mariage inattendu.